Bonjour à tous. Nous revoici donc à l'intérieur du module de cinétique chimique. Nous allons aborder aujourd'hui le profil d'énergie d'une réaction. C'est les sections 6.2 et 6.3.1 du livre de Mme Tournier et on se retrouve au départ à la page 221 de son livre. La page 65 et 64, donc 64 et 65 de notre cahier de notes seront utiles pour ce vidéo. Imaginez le processus élémentaire suivant. Ici, OH-, donc un ion, CH3Br sont placés ensemble et ils réagissent pour former du CH3OH et un ion Br-. C'est un processus qu'on appelle un processus élémentaire. Si vous vous rappelez de ce qu'était un processus élémentaire, c'était la rencontre de deux espèces chimiques, réelles et directes, qui mènent à des produits. Et donc, c'est vraiment ces deux espèces-là qui doivent se rencontrer, entrer en collision pour former les produits, en une seule étape. Ici, ce qu'on avait dit, c'est que la vitesse du processus élémentaire était directement la constante de vitesse de cette réaction-là, multipliée par les espèces chimiques qui doivent se rencontrer. Et en plus, les concentrations de ces espèces-là étaient élevées au coefficient stoichiométrique des espèces dans la réaction. Donc, ceci, c'est l'expression de vitesse qui réfère à cette équation-là. Cette réaction-là est de molécularité. Je vous laisse définir, je vous laisse trouver quelle est la molécularité de ce processus élémentaire-là. Il y a deux molécules qui doivent se rencontrer. C'était donc un processus bimoléculaire. Et on va appeler ça une SN2, 2 pour le bimoléculaire, et on va voir en organique que ça s'appelle une substitution nucléophile bimoléculaire. Ce n'est pas au programme pour l'instant pour la chimie des solutions. La réaction se passe comme suit. Le CH3Br, lorsqu'on le dessine en 3 dimensions, a une certaine projection dans l'espace. Le carbone peut faire 4 liens. Il sépare les 4 atomes dans une espèce de tétraèdre. Et le OH- va se présenter et essayer de se lier au carbone. Lorsqu'il le fait, le carbone doit donc espacer les atomes qui sont déjà liés avec lui pour former comme un carbone qui est lié à 5 choses, comme une géométrie à bipyramide à base triangulaire. Cet état-là est un état instable, car le carbone qui fait 5 liens, ou 5 presque liens, est un état plus haut en énergie que l'état de départ. Lorsque le O commence à se lier au carbone, le carbone commence à se délier du brome, et le Br- est éjecté par la suite. Donc ça, c'est nos réactifs, ça, c'est nos produits, et entre les deux, il se passe quelque chose. Ce qui est très utile lorsqu'on décrit les mécanismes de réaction, c'est d'examiner l'énergie des espèces qui sont impliquées dans les mécanismes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'énergie potentielle des réactifs, des produits et des espèces intermédiaires. Par exemple, ici, totalement arbitraire, on place une certaine hauteur l'énergie potentielle des deux réactifs OH- et CH3Br. Lorsqu'on va, lorsque les deux vont se rencontrer et augmenter l'énergie de l'espèce, on voit que l'énergie potentielle de la réaction augmente. Et qu'à un certain moment donné, on se retrouve à un point où l'énergie est très très haut, lorsqu'on est à cette étape-là. Ensuite, l'énergie potentielle redescend jusqu'à un certain plateau, et c'est là qu'on retrouve les produits. Par exemple, dans notre cas, ce serait du CH3OH et du Br-. Le nom qu'on donne à ce point-là ici, et à ça ici, c'est l'état de transition entre les deux. L'état de transition entre les réactifs et les produits. Transition. Et on appelle très souvent cet état-là un complexe activé. Activé dans le sens d'énergie élevée. Complexe activé. Le complexe activé est intermédiaire entre deux espèces plus stables. Lorsqu'on veut décrire un processus élémentaire grâce à son profil d'énergie, les deux axes qu'on utilise, c'est l'énergie potentielle et la progression de la réaction, donc des réactifs vers les produits. On peut définir d'autres choses sur ce graphique-là. On peut définir par exemple la différence d'énergie entre les réactifs et les produits. Donc la différence d'enthalpie. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, la différence d'enthalpie de la réaction, elle est négative.
Donc, on dégage de l'énergie lorsque la réaction se fait. Les produits sont plus bas que les réactifs en énergie. Aussi, vous vous rappelez qu'on avait dit que les constantes de vitesse dépendaient de l'énergie d'activation EA qui était imposée à ces molécules-là. Il y avait une certaine barrière d'énergie à franchir. Cette barrière d'énergie, elle est retrouvée ici. C'est la valeur d'énergie entre les réactifs et le sommet de cette bosse d'énergie-là. Ceci est l'énergie d'activation de la réaction. Toute cette valeur-là d'énergie. Un autre concept qu'on va voir, c'est que lorsqu'une réaction passe des réactifs vers les produits, on appelle ça la réaction directe. On utilise un petit indice D pour définir direct. Par exemple, vitesse directe ou énergie d'activation de la réaction directe. On peut prendre un petit d par exemple, ici. Petit d et petit d. Et ici, on pourrait définir l'énergie d'activation de la réaction directe comme étant cette différence d'énergie-là. Ici, ça donne que l'énergie d'activation de la réaction directe est égale à l'énergie d'activation de la réaction. Aussi, on peut définir la réaction inverse comme étant le passage des produits vers les réactifs, tel que présenté dans le processus ici. Et donc, à ce moment-là, l'énergie d'activation de cette réaction-là serait, on part des produits, on monte jusqu'au sommet de la barrière, et ça, c'est l'énergie d'activation de la réaction inverse. Ici, dans ce cas-là, le chemin favorisé est le chemin qui a l'énergie d'activation la plus basse. Donc, les réactifs se transformeront en produits, mais les produits auront beaucoup plus de difficultés à revenir vers les réactifs car leur énergie d'activation pour se rendre ici en énergie est beaucoup plus élevée. Ce qu'on peut remarquer, dans la section 6.3, on essaie de vous faire remarquer la relation qu'il existe entre la variation d'énergie du processus au complet, donc le delta H de la réaction, et l'énergie d'activation directe et inverse. Ici, le delta H, ce qu'on remarque, c'est que si on prend l'énergie d'activation de la réaction directe et qu'on lui soustrait l'énergie d'activation inverse, on obtient le delta H de la réaction. Et donc, le delta H de la réaction, c'est l'énergie d'activation de la réaction directe moins l'énergie d'activation de la réaction inverse. Allons un petit peu plus loin dans notre analyse. Présentement, ce que nous avions analysé, c'était un processus élémentaire à une seule étape. C'était un mécanisme à une seule étape parce que c'était un processus élémentaire. Donc, une seule étape, prenez-la en note, égale une bosse d'énergie. On le voit, il y avait une seule bosse. Allons à la page 65 et remarquons à gauche un processus élémentaire, un mécanisme qui implique plus qu'un processus élémentaire. Séparons ici, ça veut dire d'autres choses à droite, on en reparle tantôt. Nous vous avons présenté le mécanisme de la réaction de ici à la section 5.3, où deux molécules de NO et une molécule de F2 se rencontraient pour former 2 NO2F. Et on avait dit à ce moment-là que c'était un mécanisme à deux étapes proposé, où on formait une espèce intermédiaire. La première étape était lente, la deuxième étape était rapide, et à ce moment-là, on avait dit que la vitesse de la réaction dépendait de la vitesse de la première étape. Examinons le profil énergétique de cette réaction-là. Donc encore une fois, on trace un graphique, celui de la progression de la réaction en fonction de l'énergie potentielle des espèces. Première étape, on doit avoir une bosse d'énergie avant de nous rendre au NO2F et au F. Et comme cette espèce-là est une espèce intermédiaire qui est haute en énergie, on avait dit qu'elle était très réactive, eh bien, elle se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus haute en énergie que la molécule de F2 ou la molécule de NO2, par exemple. L'énergie d'activation de cette étape-là, c'est l'énergie pour passer de là à ici. L'énergie d'activation. Et comme c'est la première étape, on va l'appeler 1. Pour passer des produits de l'étape 1, donc qui sont les réactifs de l'étape 2,
aux produits finaux, on doit parcourir une autre énergie d'activation et se rendre aux produits finaux qui sont, en additionnant tous les produits, 2NO2F. Ainsi, l'énergie d'activation de la deuxième étape est située ici, l'énergie d'activation de la deuxième étape. Le delta H de la réaction, il est entre les réactifs de départ et les produits finaux. Ici, le delta H de la réaction, et encore une fois ici, il est négatif, donc la réaction dégage de l'énergie. On peut aussi définir le delta H de la première étape. Ici, il est positif, donc ça demande de l'énergie de se rendre jusqu'aux espèces intermédiaires ici, ou à tout le moins aux produits de la première étape. Et on s'aperçoit que le delta H de la deuxième étape, le delta H de la deuxième étape passe de cette étape-là ici jusqu'ici. Delta H de la deuxième étape. Ainsi, le delta H de toute la réaction, cette petite valeur-là négative de toute la réaction, est égal au delta H de la première étape plus le delta H de la deuxième étape. Donc, une très grande valeur positive, ça coûte de l'énergie, mais ça en dégage beaucoup plus. Donc, la somme des deux, un très grand négatif et un petit positif, donne un petit négatif. L'autre observation que je veux vous faire, c'est l'énergie d'activation de toute la réaction. L'énergie d'activation de toute la réaction, quel est-il? Eh bien, si on remarque les vitesses de réaction qu'on vous avait dit tout à l'heure, la première étape est la lente, la deuxième est la rapide. Pourquoi est-elle lente? L'énergie d'activation de la première étape est beaucoup plus grande que l'énergie d'activation de la deuxième étape. Et donc, c'est normal que la première étape soit plus lente. Ça demande plus d'énergie. Donc, il y a moins de molécules qui ont cette énergie-là selon la distribution des énergies de Boltzmann. C'est donc plus difficile de franchir cette barrière-là. Ainsi, l'énergie d'activation de la réaction au complet dépendra uniquement de la barrière la plus haute. Parce qu'une fois qu'on est ici, ça ne prend pas beaucoup d'énergie pour se rendre jusqu'au produit. L'énergie d'activation de la réaction est donc celle de l'étape la plus lente. Et ici, ça c'est l'énergie d'activation de la réaction. Voyons. Et l'énergie d'activation de la réaction au complet n'est pas l'addition de l'énergie d'activation de l'étape 1 plus l'énergie d'activation de l'étape 2. Parce que là, ce serait deux valeurs positives, une grande et une petite. Mais ce n'est pas vrai. L'énergie d'activation de toute la réaction, c'est seulement celle de la première étape, qui est la plus lente. Voilà. Ainsi, nous travaillerons en classe avec un autre exemple, celui de la page 222 dans le livre 2, où on montre une réaction qui possède 1, 2, 3 bosses. Je vous poserai des questions sur ce mécanisme-là, ou une réaction qui pourrait présenter un profil énergétique de ce type-là, et nous questionnerons sur les détails de cette réaction-là. Bon travail.